Merci Christophe. Et avant tout, je voudrais remercier Raymond, Rudo et Stéphane Lafitte et l'ensemble du comité organisateur pour l'excellente qualité de ce congrès et le grand succès qui se perpétue année après année, ou plutôt 2 ans après 2 ans. Je pense que c'est un congrès qui est tellement extraordinaire qu'on voudrait l'avoir pratiquement annuellement. Et c'est toujours un grand plaisir d'être ici. Alors effectivement, Raymond m'a demandé de parler de ce sujet qui me passionne, le rétrécissement aortique à bas débit paradoxal, et à vous expliquer, à savoir est-ce que c'est un mythe ou une réalité. Je préfère afficher mes couleurs tout de suite, comme Christophe l'avait deviné, et vous dire que c'est une réalité. Alors, d'après les guides de pratique, il y a une indication de chirurgie, une indication de remplacement valvulaire aortique chez les patients avec RAC, lorsqu'il y a une sténose sévère, telle que définie par les critères suivants: un gradient moyen à travers la valve de plus de 40, bon ça c'est les recommandations américaines, c'est plus de 50 pour les recommandations européennes, une aire valvulaire, donc une surface valvulaire en dessous de 1 cm², ou indexée par rapport à la surface corporelle en dessous de 0,6. Donc sténose sévère plus symptômes et ou dysfonction systolique du ventricule gauche, telle que définie par une fraction d'éjection inférieure à 50%, avec toutes les limites que ça a, comme l'a mentionné Jean-Luc. Mais comme vous le savez très bien dans votre pratique de presque tous les jours, on est souvent confronté à des discordances au niveau de nos mesures écho et, par exemple, une aire valvulaire qui tombe dans la plage sévère, 0,8 cm² par exemple, et par contre un gradient qui ne fit pas avec cette aire valvulaire, qui est plutôt dans la plage modérée. Et c'est surtout cette situation-là que je vais adresser aujourd'hui. Et évidemment, cette situation amène une certaine incertitude par rapport à la réalité, à la sévérité réelle de la sténose et par conséquent au traitement qu'on doit appliquer chez le patient, surtout s'il ou elle est symptomatique. Alors, on sait que chez les patients avec fraction d'éjection abaissée, on peut avoir un état de bas débit à travers la valve et par conséquent un bas gradient malgré la présence d'une sténose sévère. Et chez ces patients avec basse fraction d'éjection, bas débit, bas gradient, il a été bien démontré que l'écho de stress à la dobutamine peut s'avérer particulièrement utile, tout d'abord pour évaluer la présence de réserves contractiles du myocarde, et deuxièmement pour distinguer une sténose vraiment sévère d'une sténose pseudo-sévère. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur une autre catégorie de patients. Donc là, on ne parle plus de patients avec basse fraction d'éjection, bas débit, mais des patients qui ont une fraction d'éjection qui est conservée et qui, malgré ça, vont présenter, comme on va le voir, un état de bas débit transvalvulaire et souvent, mais pas toujours, un bas gradient et malgré donc la présence d'une sténose sévère. Alors, un cas pour illustrer le concept, une femme de 78 ans, histoire de RAC, symptomatique, donc classe fonctionnelle 3, une hypertension légère, pas d'évidence de maladie coronarienne obstructive et la fraction d'éjection est donc préservée, 60%. Quand on regarde la sévérité à l'écho, on a une aire valvulaire de 0,7 cm², indexée de 0,4 cm² par mètre carré. Donc, si on s'arrête ici, a priori, sténose aortique sévère, symptômes, donc indication de classe 1 de chirurgie. Mais le gradient à travers la valve est un gradient moyen de 29, gradient pic 51, et beaucoup de cardiologues, évidemment, à juste titre, s'interrogeraient à savoir, bon, est-ce que c'est vraiment une sténose sévère, et beaucoup concluraient que peut-être un tel niveau de gradient est incompatible avec une sténose sévère chez un patient qui a une fraction d'éjection conservée. Alors, si on regarde les vues donc parasternales, long axe et court axe du ventricule de cette patiente, on note une hypertrophie concentrique, un remodelage concentrique prononcé, avec une petite cavité, avec un volume télédiastolique calculé à 66 environ. Et également, on note que bon, la fraction d'éjection est normale, de l'ordre de 60%, on peut dire plus ou moins, mais et aussi, j'attire votre attention sur la valve qui est clairement anormale, épaissie, calcifiée et dont on note une ouverture qui apparaît restreinte. Alors, on a calculé l'aire valvulaire par la méthode de l'équation de continuité. Telle que je l'ai mentionné, on obtient une valeur de 0,7 cm², avec un gradient effectivement qui est bas, anormalement bas pour ce qu'on s'attendrait de ce niveau d'air valvulaire, mais cela pourrait s'expliquer éventuellement par le volume d'éjection qui est à 46 ml, donc c'est un volume d'éjection bas. Donc en fait, on a un état de bas débit transvalvulaire qui pourrait expliquer le fait que le gradient soit bas malgré cet air valvulaire. Mais la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on voit ce cas de figure, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une erreur de mesure? Et c'est ce qui doit vous arriver à l'esprit en premier lieu. Est-ce qu'on n'aurait pas sous-estimé
le diamètre de la voie de chasse et donc le volume d'éjection. Alors ce qu'on fait dans notre laboratoire en général, et c'est la beauté de l'écho, c'est qu'on peut mesurer le même phénomène de plusieurs façons, on peut essayer de corroborer les mesures du volume d'éjection obtenues dans la voie de chasse par d'autres méthodes, estimer par exemple le volume télédiastolique par Tychols et multiplié par la fraction d'éjection. Chez ce patient, on obtient une valeur à peu près de 40 millilitres. On peut le faire aussi par Simpson et on avait obtenu 43 millilitres si je me rappelle bien. Donc en fait, vous avez plusieurs façons de corroborer et vous voyez que chez ce patient, avec ce ventricule de cette taille et cette fraction d'éjection, on ne peut pas avoir un volume d'éjection beaucoup plus grand que ça. Donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on peut conclure ici que la sténose est sévère, mais au moins les mesures sont cohérentes. Alors, on a fait une écho de Butrex chez ce patient parce que, là encore, comme chez les patients avec fraction d'éjection abaissée, il y a un intérêt pour confirmer ou corroborer au moins la sévérité de la sténose, même s'il faut y aller assez prudemment, car c'est des patients qui ont des petits ventricules. Et on note que ce patient, avec une dose donc à 15 micros, augmente son gradient de façon assez importante, un gradient moyen maintenant qui est de 57, gradient pic 94. Et on a également calculé ce qu'on appelle l'air valvulaire projeté à débit normal, qui est quelque chose qu'on a décrit pour les patients avec fraction d'éjection abaissée, mais qui s'applique très bien aussi à ces patients-là. En fait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est une façon de calculer quel serait l'air valvulaire à un débit standardisé normal de 250 ml par seconde. Et vous voyez que chez cette patiente, on obtient une valeur de 0,8 cm², donc encore une fois dans la plage sévère. Mais encore là, on peut se poser, ce sont toutes des mesures d'écho qui sont toutes sujettes à des erreurs de mesure. Donc, encore une fois, je pense que ce n'est pas suffisant pour prendre une décision. Et on peut se dire, bon, c'est des mesures qui sont débit dépendantes. Alors, chez ces patients difficiles, et encore, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc que ce n'est pas quelque chose à utiliser de routine. L'écho est en général, nous apporte les réponses chez la plupart des patients. Mais chez ces patients difficiles où on a une discordance, c'est là qu'on peut envisager l'imagerie multimodalité et le scanner et la quantification du score calcique valvulaire. Et vous voyez que chez cette patiente, on a une valve qui est fortement calcifiée avec un score d'Agatston de 1900. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on se réfère à cette étude publiée il y a quelques semaines par le groupe de Bichat, David Messikazitoun et ses collègues, eh bien, une valeur du score supérieure à 1651, pour être précis, offrait une très bonne sensibilité et spécificité pour différencier une sténose sévère d'une sténose non sévère, et ce, à la fois chez des patients avec débit normal et aussi chez des patients avec bas débit, bas gradient. Et ici, il s'agissait de patients avec basse fraction d'éjection, ce n'était pas des patients avec bas débit paradoxal. Donc, vous voyez, on a un score ici de 1900 chez cette patiente qui est au-dessus du score. Donc, finalement, cette patiente qui était symptomatique a été référée en chirurgie et le chirurgien a observé une valve qui était sévèrement sténosée. Alors, ce qu'on fait, nous, on pèse systématiquement le poids des valves pour se donner un petit peu un marqueur indépendant de sévérité. Le poids ici de 2,4 grammes. Chez une femme, un poids au-dessus de 1 gramme, tel que démontré par les papiers de Bill Roberts, est compatible avec une sténose sévère. Alors, le concept, si vous voulez, c'est que la plupart des patients avec sténose aortique vont développer une hypertrophie du ventricule gauche concentrique en réponse à la surcharge de pression, mais la grande majorité de ces patients ont des volumes télédiastoliques relativement normaux, vont avoir, tout au moins dans les premiers stades de la maladie, une fonction systolique normale, et s'ils ont une fonction systolique normale, ils vont générer un volume d'éjection normal, et dans ce cas-là, s'il y a une sténose sévère, ils vont générer un gradient élevé. C'est de la mécanique des fluides. Et s'ils ont des symptômes, eh bien, ce sont des patients relativement simples, tout est cohérent, il y a une indication de classe 1 de chirurgie. Mais vous avez aussi ces patients qu'on a désignés sous le terme de bas débit paradoxal. Alors paradoxal, pourquoi? Parce que c'est un volume d'éjection, une fonction pompe qui est abaissée malgré la présence d'une fraction d'éjection normale. Et ces patients, vous ne serez pas surpris, ce sont des patients qui sont souvent plus âgés, plus souvent des femmes âgées, avec hypertension concomitante. C'est aussi des patients souvent avec, en tout cas chez nous, plus souvent de l'obésité viscérale, donc syndrome métabolique, diabète. Et on a fait un papier un petit peu plus tôt cette année démontrant que l'insulinorésistance pouvait prédisposer à un remodelage concentrique plus prononcé, donc prédisposer au développement de cette entité, qui effectivement se caractérise par un remodelage concentrique prononcé, des petites cavités, une atteinte du remplissage diastolique, une dysfonction diastolique modérée à sévère. En fait, beaucoup de similitudes avec l'insuffisance cardiaque diastolique à fraction d'éjection préservée. Et ces patients, eh bien, ont souvent un volume télédiastolique anormalement bas, une fraction d'éjection qui est dans les limites normales, bien que souvent dans la plage inférieure. Et donc, c'est un petit calcul mathématique, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils vont avoir souvent un volume d'éjection abaissé. Et il faut se rappeler
que le gradient est hautement débit-dépendant. Et la vélocité pic également, c'est une fonction carrée du débit. Donc, si vous avez le moindrement un volume d'éjection qui s'affaisse, eh bien, votre gradient va diminuer d'autant. Donc, on peut effectivement avoir un bas gradient malgré la présence du sténose sévère chez ces patients avec fraction d'éjection conservée, mais débit à travers la valve abaissé. Et donc, c'est ce qu'on a décrit dans ce papier dans Circulation en 2007. On avait donc une cohorte de 500 patients qui avaient une sténose aortique sévère sur la base de l'aire valvulaire indexée, parce qu'on voulait s'affranchir du problème des petites surfaces corporelles, toutes des fractions d'éjection préservées. Il y avait à peu près un tiers de ces patients qui avaient un volume d'éjection bas, donc tel que défini par un volume d'éjection indexé inférieur à 35. Ce n'est pas tout des sévèrement bas, mais qu'on a considéré comme des patients donc avec un bas débit transvalvulaire, donc on a nommé sous le terme de bas débit paradoxal. Et on les a comparés à ceux qui ont un débit normal. Et effectivement, ces patients avec des plus petits ventricules, un remodelage concentrique plus important, le ratio paroi-cavité est plus élevé. Si on regarde les indices de sévérité qui sont moins débit dépendants, comme l'aire valvulaire, ici c'est l'aire valvulaire indexée, la résistance valvulaire ou l'indice de vélocité, ce que vous appelez ici l'indice de perméabilité, qui est en fait l'aire valvulaire dans laquelle on a enlevé la surface de la voie de chasse, eh bien, c'était très similaire dans les deux groupes, donc suggérant une sévérité à peu près équivalente dans les deux groupes. Mais par contre, le gradient était beaucoup plus bas chez les patients avec bas débit paradoxal, tout simplement parce que le débit à travers la valve était plus bas. Et on a également mesuré l'impédance valvulo-artérielle, qui est un indice échocardiographique qu'on a proposé, qui est très simple, qui permet d'estimer la charge hémodynamique globale à laquelle fait face le ventricule. Donc c'est la sommation, si vous voulez, l'addition de la charge valvulaire, bien sûr, liée à la sténose, mais aussi de la charge artérielle, qui est souvent augmentée. On a souvent des compliances artérielles diminuées chez ces patients, et surtout chez les patients avec bas débit paradoxal. Et c'est simple à calculer, c'est la pression artérielle systolique que vous mesurez au moment de l'écho, plus le gradient moyen à travers la valve, et vous divisez ce numérateur par le volume d'éjection indexé par rapport à la surface corporelle. Et vous voyez que chez les patients avec bas débit paradoxal, l'impédance valvulo-artérielle était nettement plus élevée, suggérant que ces patients font face à une charge hémodynamique, à un fardeau hémodynamique plus important. Alors, quelles sont les caractéristiques échocardiographiques donc, de cette entité de bas débit paradoxal Eh bien, tout d'abord, au niveau de la valve, bon, ça ne fonctionne pas. OK, je vais essayer de repartir en arrière. Il n'y a plus rien qui se passe. Bon, je vais continuer peut-être pendant que, si vous pouvez me remettre la diapo une en arrière. En fait, je vais continuer pour les besoins du temps, là, en attendant qu'éventuellement on corrige le problème. Ces patients, au niveau de la valve, ce que vous attendez à voir, c'est une aire valvulaire qui est dans la plage sévère, par définition. Souvent aussi un indice de perméabilité qui va être abaissé. Ça, on aime bien calculer l'indice de perméabilité chez ces patients. Je vais essayer de reprendre ici, parce que... donc, on va repasser au complet. L'indice de perméabilité, si vous avez un indice de perméabilité qui est normal, malgré une aire valvulaire qui est basse, évidemment, vous pouvez vous poser la question à savoir est-ce que vous n'auriez pas sous-estimé le diamètre de la voie de chasse. Donc ça, c'est un backup, si on veut, qui est quand même intéressant à voir. Alors, voyons qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci. Ça marche. Bon. Comme je le disais, aire valvulaire dans les limites sévères, avec aussi un indice de perméabilité en dessous de 0,25, une valve qui est remodelée, épaissie, calcifiée, comme on le voit ici, par exemple. Également un gradient qui est souvent, mais pas toujours, inférieur à 49 mm de mercure, parce que c'est comme pour les patients avec fraction d'éjection abaissée, ce n'est pas tous les patients qui ont un bas gradient. Et une impédance valvulo-artérielle, comme on vient de le mentionner, qui est élevée. Au niveau du ventricule, vous attendez à avoir un ventricule qui est de petite taille, avec un diamètre télédiastolique inférieur à 47, mais le plus souvent, je peux vous le dire, c'est inférieur à 45, un remodelage concentrique prononcé, un ratio paroi-cavité au-dessus de 0,50, une atteinte du remplissage ventriculaire avec des dysfonctions diastoliques classiquement qui est modérée ou sévère, fraction d'éjection par définition dans les limites normales, mais comme l'a bien souligné Jean-Luc, ce n'est pas un bon marqueur de l'atteinte systolique du myocarde, parce que c'est influencé par le remodelage concentrique et ça sous-estime l'atteinte myocardique dans la présence d'un remodelage concentrique, ce qui est évidemment le cas de ces patients. Alors il faut regarder des indices plus fins, plus sensibles, en particulier le strain longitudinal,
ou le strain radial, mesuré, mais plus de préférence le strain longitudinal, mesuré par speckle tracking 2D, c'est ce qu'on fait en général, et typiquement, vous allez voir que ces indices sont abaissés chez ces patients-là. Et par définition, enfin je dirais à cause de toutes ces anomalies, un volume télédiastolique bas, la fraction d'éjection, le remplissage diastolique altéré, la fraction d'éjection qui est souvent quand même glissée vers la plage inférieure et l'altération de la cinétique longitudinale, on a souvent un volume d'éjection qui est bas. Alors, il y a eu un petit peu de débat dans certains congrès dernièrement à savoir quelle est la prévalence exacte de ce problème. Est-ce que c'est rare, très rare, fréquent, très fréquent? Bon, je vous résume ici un certain nombre d'études qui ont été publiées et il y a évidemment deux niveaux envisagés. D'abord, la prévalence du bas débit paradoxal qui se définit par une aire valvulaire dans la plage sévère et un volume d'éjection indexé inférieur à 35 en dépit d'une fraction d'éjection normale. Et c'est les barres en bleu et vous voyez que selon les études, cela oscillait entre 23 et 37%. Donc quand même effectivement assez fréquent. Et maintenant, pour ce qui est du bas débit paradoxal avec bas gradient, parce que ce sont surtout ces patients qui sont compliqués. Les patients avec bas débit paradoxal qui ont un gradient élevé ne posent pas vraiment problème. Donc ces patients qui ont un bas débit paradoxal plus un gradient en dessous de 40, parce que là on a la discordance gradient-aire valvulaire, eh bien ce sont les barres en rose et selon les études ça allait de 14% à près de 23%. Alors vous allez me dire oui mais ces études qui sont quand même basées sur des nombres de patients assez substantiels, plus de 500 dans le cas de la nôtre, dans le cas de l'étude 6 c'est 1500 patients avec toutes les données analysées en laboratoire central, mais c'est toutes des études écho. Donc on peut se poser la question, est-ce que par les erreurs de mesure on n'aurait pas surestimé la prévalence de ce phénomène-là? Alors la semaine dernière, une étude publiée dans Heart sur une série de plus de 300 patients où ils ont regardé la prévalence de cette entité de bas débit paradoxal bas gradient par écho et par cathéter. Eh bien, par écho, c'était 16%, par cathéter, c'était 14%. Donc, je crois qu'on peut, avec un chiffre de l'ordre de 15%, avoir quelque chose d'assez réaliste, même si de toute façon, ça peut varier selon la pratique que vous avez, selon la population, plus ou moins malade. Si c'est moins malade, vous allez en avoir moins, plus malade, vous allez en avoir plus. Quel est l'outcome de ces patients? Eh bien, ce qui est intéressant dans notre étude, on a constaté que ces patients sont moins souvent référents en chirurgie, et c'est pas surprenant. 47% subissaient un remplacement valvulaire pendant les 5 ans par rapport à 65% chez les patients avec débit normal. Et je crois que c'est vraisemblablement lié au fait que lorsqu'on prend une décision d'envoyer un patient en chirurgie ou de ne pas l'envoyer, eh bien, on met beaucoup de poids sur le gradient, sur la vélocité. Et comme ces patients ont un gradient plus bas, c'est pas surprenant qu'ils soient moins référents en chirurgie. Par contre, lorsqu'ils étaient opérés, ils avaient un excellent devenir. Lorsque, par contre, ils étaient traités médicalement, ils avaient la survie la moins bonne de tous les groupes. Donc, je crois qu'il y a un message important. Évidemment, il faut être prudent parce que c'est rétrospectif et les patients traités chirurgicalement et médicalement ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques de base. Donc, récemment, à l'ESC, on a présenté une étude un peu complémentaire sur une plus grande série où là, on a comparé les différents cas de figure et de voir le bénéfice du remplacement versus le traitement médical, mais en faisant un ajustement pour un score de propension qui est en fait un score qui donne la probabilité d'avoir plutôt une chirurgie ou un traitement médical dépendant du profil de base, je dirais, qui est différent. Eh bien, dans tous les cas, finalement, le remplacement valvulaire aortique était bénéfique dans les deux sous-groupes de bas débit paradoxal, avec haut gradient ou avec bas gradient, lorsque, et c'est les valeurs de P ajustées pour le score de propension. Et également, pas surprenant, dans les patients avec débit normal et haut gradient, très protecteur. Par contre, chez les patients avec débit normal et bas gradient, parce qu'il y en a quelques-uns, et on verra quels pourraient être peut-être ces patients. Là, ce n'était pas protecteur, et c'est probablement des patients qui ont une sténose qui n'est peut-être pas sévère. Alors, le bas débit paradoxal n'est pas la seule cause de discordance entre une aire valvulaire et le gradient, l'aire valvulaire sévère, le gradient modéré. Première chose auquel vous devez penser, encore une fois, les erreurs de calcul. Si on sous-estime le volume d'éjection, on va simuler un bas débit paradoxal alors qu'en fait c'est une sténose modérée. La petite surface corporelle, parce qu'une surface valvulaire de 0,8 chez un patient qui a 1,4 surface corporelle, c'est une sténose modérée, c'est pas une sténose sévère. Et finalement, ces discordances peuvent être aussi liées à un problème on peut appeler d'incongruence dans les critères proposés dans les guides de pratique. Effectivement, la valeur de 1 cm² d'aire valvulaire qui est proposée dans les guides de pratique pour définir la sténose sévère ne correspond pas exactement à la valeur de 40 et à plus forte raison de 50 dans les guides de pratique européens. L'intersection, si on regarde le fitting sur le nuage de points, se fait plus bas, plutôt aux alentours de 35 mm de mercure. Alors, pour terminer, je vous propose donc cet algorithme lorsque vous êtes confronté à une discordance entre l'aire valvulaire et le gradient chez les patients avec fraction d'éjection conservée. Tout d'abord, essayez d'exclure les erreurs de mesure.
en utilisant différentes méthodes, que ce soit la méthode Tye-Coates, la méthode Simpson, ou ce qu'on aime de plus en plus utiliser, encore une fois, ce n'est pas chez tous les patients, chez les patients difficiles comme ceux-ci, c'est de faire un 3D avec une opacification de la cavité ventriculaire gauche avec un agent de contraste, et là c'est vraiment robuste pour évaluer le volume d'éjection. En l'absence d'insuffisance mitrale. Également, ça ce sont toutes des méthodes pour corroborer le volume d'éjection. Également pour, là aussi, vérifier la mesure d'air valvulaire, on peut utiliser la planimétrie si on a une image de bonne qualité. L'autre chose qu'il faut exclure, c'est la petite surface corporelle. Ça, c'est facile, il suffit de calculer l'air valvulaire indexé. Si c'est supérieur à 0,6, bon, on a finalement une sténose modérée. Une fois que vous avez exclu ces situations-là, eh bien là, il faut regarder éventuellement si vous avez des caractéristiques du bas débit paradoxal, un volume d'éjection indexé ABC, en dessous de 35 par rapport à la surface corporelle, un petit ventricule avec remodelage concentrique important, une impédance valvulo artérielle élevée, un strain longitudinal par speckle tracking qui est affaissé. Et si vous avez ces caractéristiques, effectivement, vous avez peut-être affaire à un bas débit paradoxal. C'est pas fini, ça ne veut pas dire que c'est une sténose sévère parce que vous pouvez aussi avoir un cas de pseudo-sténose. Vous êtes en état de bas débit, donc comme pour les patients avec fraction d'éjection et bas débit et bas gradient, on peut avoir une certaine proportion des patients qui ont une pseudo-sténose où l'air valvulaire est pseudo-sévérisé parce que le débit, la force, si vous l'appliquez sur les feuillets, n'est pas suffisante pour ouvrir une valve qui est finalement pas si sténosée. Alors, à cet effet, on peut utiliser l'éco-stress de dobutamine ou d'effort selon la présence ou non de symptômes, comme on le fait chez les patients avec fraction d'éjection ABC, pour vérifier l'évolution des gradients et de l'air valvulaire avec augmentation de débit. Également, on peut utiliser des mesures je dirais complètement débit et écho-indépendantes pour corroborer donc le scanner et l'évaluation de la charge calcique. Et finalement, si on a exclu la sténose pseudo-sévère, on a une charge calcique importante, eh bien, on doit éventuellement considérer qu'il s'agit bien d'un bas débit paradoxal avec sténose sévère et donc éventuellement une indication de chirurgie. Si les critères sont absents, si vous avez un ventricule de taille normale, un remodelage concentrique qui n'est pas si prononcé, un volume d'éjection qui est dans les limites normales, ce n'est pas un bas débit paradoxal, c'est peut-être lié à ce problème, comme on a mentionné, de non-concordance dans les critères au niveau des guides de pratique. Et finalement, c'est vraisemblablement à ce moment-là des patients qui sont dans la zone grise, des patients qui sont modérés, proches sévères ou sévères, proches modérés. Et là encore, chez ces patients, on peut être amené, encore une fois, pour résoudre le problème, à utiliser ces méthodes diagnostiques complémentaires pour prendre une décision plus éclairée quant à la sévérité de la sténose et au traitement du patient. Donc, en conclusion, le bas débit paradoxal est souvent associé à bas gradient est bien une réalité. Et je crois que le message que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est que la présence d'une vélocité ou d'un gradient modérément élevé n'exclut pas nécessairement la présence d'une sténose sévère chez un patient avec fraction d'éjection conservée. Comme l'a montré Jean-Luc, il est clair que si vous avez une vélocité ou un gradient élevé, ça a une très haute valeur prédictive positive pour prédire une sténose sévère et une évolution vers les symptômes rapides. Par contre, d'un autre côté, la valeur prédictive négative n'est pas si bonne que ça. Donc, il faut savoir qu'il y a ces patients avec donc, cette entité, qui est le bas débit paradoxal à bas gradient, qui se trouve environ chez 15% de patients, mais il ne faut pas être fanatique à propos de la prévalence. À partir du moment où ça existe, il faut le reconnaître. C'est souvent associé avec un stade plus avancé de la maladie au niveau de la valve, mais aussi souvent du ventricule, donc associé à un mauvais pronostic. Donc je pense qu'il est important de reconnaître cette entité, de façon à ce qu'on n'écarte pas systématiquement de la chirurgie des patients symptomatiques qui ont une aire valvulaire basse et un gradient qui est finalement dans la plage modérée. D'un autre côté, je ne vous dis pas qu'il faut envoyer directement ces patients en chirurgie. Ce que cela signifie, c'est que lorsque vous êtes confronté à ça, vous avez besoin de plus d'informations, de différentes méthodes pour confirmer la présence d'une sténose sévère ou modérée. Merci beaucoup pour votre attention.